Dans le village de Koumi, quelque part entre les collines poussiéreuses et les champs de maïs, deux petites filles couraient pieds nus sur la terre rouge. Le soleil n'était pas encore haut, l'air sentait la fumée de bois et le mil qui cuit. Les voisins les entendaient rire de loin et disaient toujours la même chose. Regardez-moi ces deux-là. Si on ne savait pas, on dirait des jumelles. La première s'appelait Christelle. Elle avait grandi dans une maison en ciment, avec un père fonctionnaire, une mère enseignante, deux frères bruyants et un jardin où poussaient des fleurs qu'elle arrosait chaque soir. Chez elle, il y avait de la lumière, des livres rangés sur une étagère, des cahiers toujours propres, des chaussures alignées près de la porte. On disait souvent qu'elle était née sous une bonne étoile. La seconde s'appelait Dorine. Elle, c'était l'enfant de la cour du fond, celle où les murs étaient fissurés et le toit un peu penché. Ses parents étaient morts quand elle était encore toute petite. On disait accident, on disait maladie, on disait beaucoup de choses. Mais ce qui comptait vraiment, c'est qu'après leur départ, il ne lui restait plus qu'une seule personne. Sa grand-mère, que tout le monde appelait Maman Élise. Maman Élise vendait de la bouillie de mil dès l'aube, devant l'école primaire, avec une grosse marmite en aluminium fumante posée sur 3 pierres, et des bancs en bois autour. Elle disait toujours que la bouillie, c'est ce qui tient le ventre des enfants jusqu'à midi. Et même si elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle se débrouillait pour que Dorine ait au moins un uniforme, un sac, et de quoi manger. Christelle et Dorine s'étaient rencontrées à l'école du village. Un jour, la maîtresse avait demandé « Qui peut prêter un stylo à Dorine ?» Elle a oublié le sien. Sans réfléchir, Christelle avait tendu un stylo neuf. Dorine l'avait pris avec un sourire timide, les yeux baissés, comme si elle avait peur de déranger. À la récréation, Christelle l'avait entraînée de force pour jouer à la corde. À partir de ce jour, elles ne s'étaient plus quittées. Elles rentraient ensemble, partageaient leur goûter, révisaient les leçons assises sur le sol poussiéreux sous le manguier, les cahiers posés sur leurs genoux. Christelle parlait souvent de ses rêves de devenir médecin. « Je veux soigner les gens », disait-elle. « Tu verras, un jour je mettrai la blouse blanche, et tout le monde m'appellera docteur. » Dorine riait, les yeux brillants. « Moi, je vais être avocate. Comme ça, je vais défendre les pauvres. Tu vas soigner leur corps, moi je vais défendre leurs droits. On va changer le village ensemble. » Elle se promettait 1000 choses. Elle se promettait de ne jamais se séparer. Elle se promettait de réussir pour que leurs enfants se connaissent et jouent ensemble dans la même cour. On aurait dit des enfants qui jouent à construire l'avenir avec des cailloux et des bouts de bois. Les années passèrent. Elles eurent le même diplôme de fin d'études secondaires. Le jour des résultats, on les vit sortir de l'école en courant, main dans la main, leur bulletin brandi en l'air. « Mention bien !» criait Christelle. « Mention bien aussi !» répondait Dorine, essoufflée mais heureuse. Ce soir-là, le village tout entier sembla plus léger. Maman Élise avait préparé une bouillie spéciale, avec un peu de sucre en plus, pour fêter le succès de sa petite fille. Le père de Christelle, fier, annonça à table. « Christelle, tu iras à la ville pour continuer, hein. Nous allons nous arranger. Tu seras médecin, comme tu l'as toujours dit. » Christelle baissa la tête, émue. Mais au fond d'elle, une inquiétude pointait déjà. Et Dorine ? Le soir, elle rejoignit sa meilleure amie devant la petite maison de Maman Élise. La vieille femme était assise sur un tabouret, un pagne noué sur la poitrine, le regard perdu dans le vide. « Maman Élise », demanda Christelle après un moment, « Dorine va aussi continuer, n'est-ce pas ?» La vieille femme prit une longue inspiration, puis soupira. « Ma fille, j'ai essayé. Mais je n'ai plus la force. Les dettes s'accumulent, je suis fatiguée. Je n'ai pas les moyens de l'envoyer en ville. » Dorine garda le silence, le regard fixé sur ses sandales usées. Christelle sentit un nœud se former dans sa gorge. Cette nuit-là, elles restèrent longtemps allongées sur la natte, dans la cour, à regarder les étoiles. « Tu vas y aller, » dit enfin Dorine, la voix douce. « Tu vas réaliser ton rêve. Tu deviendras docteur. Tu dois le faire pour nous deux. » « On avait dit qu'on ne se séparerait jamais, » murmura Christelle, les yeux humides. « On ne se séparera pas dans le cœur, » répondit Dorine. « On se retrouvera un jour. Toi, dans ta grande blouse blanche, moi, on verra. Dieu est là. Il n'oublie personne. » Elles se serrèrent fort, comme si elles voulaient graver ce moment dans leur peau. Les années passèrent encore. Christelle partit en ville, puis dans une autre encore plus grande, pour l'université. Elle découvrit les bus bondés, les salles de cours remplies d'étudiants, les nuits blanches à réviser l'anatomie, les stages en hôpital où les couloirs ne dormaient jamais. Elle pleura parfois, épuisée, découragée, mais la voix de Dorine résonnait toujours dans sa tête. « Tu dois le faire pour nous deux. » Elle apprit à recoudre des chairs, à ouvrir un thorax, à calmer la douleur de ceux qui n'avaient plus d'espoir.
Elle se spécialisa en chirurgie. Elle devint, au fil du temps, la docteure Christelle Cabré, une chirurgienne respectée, aimée de ses patients. C'est dans un hôpital universitaire qu'elle rencontra Serge, un jeune médecin au sourire tranquille. Il aimait Dieu autant qu'elle, travaillait sans compter les heures, parlait de médecine comme d'un service et non comme d'une gloire. Ils se marièrent après quelques années, dans une petite église simple, avec peu de décoration mais beaucoup de louanges. Pendant que les invités dansaient, Christelle eut une pensée pour Dorine. Où était-elle? Avait-elle réalisé un bout de son rêve? Avait-elle, elle aussi, trouvé l'amour? Elle ne le savait pas. Le temps avait passé, les numéros de téléphone s'étaient perdus, le village semblait loin, comme dans un autre monde. Pendant ce temps, à Koumi, Dorine se levait toujours avant l'aube, comme maman Élise avant elle. D'abord, il y avait eu les jours où elle pleurait en cachette, en pensant à sa meilleure amie partie pour la ville, pendant qu'elle restait la fille de la vendeuse de bouillie. Puis vint un temps où la tristesse avait laissé place à une dureté silencieuse. Maman Élise, vieillissante, toussait de plus en plus. Les frais de médicaments grignotaient leurs maigres revenus. Dorine avait bien essayé de partir en ville, elle aussi, pour chercher du travail. Mais sans contact, sans diplôme supérieur, la ville l'avait vite remise à sa place. Elle était revenue au village avec la sensation que le monde avait rétréci autour d'elle. Quand maman Élise mourut, un matin de saison sèche, la cour sembla se vider de toute chaleur. Dorine se retrouva vraiment seule. Ce jour-là, en rangeant les affaires de sa grand-mère, elle tomba sur un petit carnet où la vieille femme avait griffonné des contes, des prières, et une phrase répétée plusieurs fois. « Seigneur, prends soin de Dorine quand je ne serai plus là. » Dorine pleura longtemps. Puis, le lendemain, comme si la vie n'avait pas le temps d'attendre, elle remit la marmite sur le feu, devant l'école du village. Elle reprit le commerce de bouillie de sa grand-mère, comme on reprend un héritage invisible. Les enfants continuaient à venir. Les maîtres d'école prenaient leur bol le matin. Des ouvriers s'arrêtaient aussi sur le chemin du chantier. Petit à petit, Dorine se fit une clientèle, un sourire solide, un courage qui masquait mal la fatigue. Elle n'était pas devenue avocate. Elle n'avait pas de diplômes accrochés au mur. Mais au fond, elle nourrissait le village comme sa grand-mère l'avait fait. Le temps fit son travail. Les années se superposèrent les unes aux autres, comme des pagnes qu'on empile dans une malle. Les visages changèrent, les petits-enfants devinrent adolescents, puis parents à leur tour. Et un jour, presque sans s'en rendre compte, Dorine avait elle-même 44 ans. Entre-temps, Christelle et Serge avaient pris une décision, retourner vers les leurs. « Nous avons appris ici », dit Serge un soir en rangeant des dossiers. « Nous avons été formés dans les grandes villes. Mais notre monde ne se limite pas à ces couloirs climatisés. Et si on retournait près de ton village? Si on ouvrait une clinique là-bas? Tu te rappelles ce que tu disais petite? Je veux soigner les gens. » Christelle sentit son cœur s'enflammer. Elle avait souvent rêvé de revenir, mais elle n'osait pas le dire, comme si c'était une fantaisie d'enfant. Serge parlait de la chose comme si c'était la décision la plus naturelle du monde. Ils cherchèrent des terrains, des financements. Ils prièrent. Ils se privèrent de certaines choses pour épargner. Finalement, quelques années plus tard, une belle clinique rose et blanche se dressa à l'entrée de la ville la plus proche de Koumi. On l'appela Clinique de la Grâce. « C'est toi, la Grâce », dit Serge à Christelle en riant. « Tu aurais pu tout garder pour toi, rester en ville, mais tu reviens pour donner. » Christelle posa une main sur son ventre. Elle était enceinte de son premier enfant. La grossesse n'était pas facile, mais elle tenait bon. Elle se disait que c'était un signe, ouvrir une clinique et donner la vie, tout se mélangeait dans son cœur. Le jour de l'inauguration, la ville était en effervescence. Ballons, banderoles, officiels en costume, voisins curieux, chorale de l'église avec des chants. Il y avait un buffet bien garni sous une grande tente blanche. La chaleur était lourde, mais la joie faisait tout oublier. Devant la clinique, à quelques mètres à peine du portail, il y avait pourtant quelque chose qui dérangeait Christelle. Une grosse marmite en aluminium, des bancs en bois, un parasol bancal. Une femme était là, un large pagne noué à la taille, en train de servir des bols de bouillie fumante à une file de clients pressés. Les invités durent zigzaguer entre les tabourets pour entrer dans la cour de la clinique. Certains se plaignaient déjà. « Mais, docteur, c'est quoi ça ?» demanda l'un d'eux. « Une clinique moderne avec une vendeuse de bouillie juste devant, ça casse un peu l'image, non ?» Christelle sentit la colère monter. Elle avait mis toute sa force, toutes ses économies, toute sa foi dans cette clinique, et voilà qu'une marchande occupait le trottoir devant, comme si de rien n'était, avec des clients bruyants, des rires, des cuillères qui tintaient. Elle se tourna vers Serge. « Je reviens, dit-elle. Je vais lui demander gentiment de se décaler un peu plus loin,
au moins pour aujourd'hui. Serge hocha la tête, compréhensif. Christelle remonta le PAN de son pagne, ajusta son tailleur, et marcha vers la marmite, prête à mettre un peu d'ordre. Plus elle s'approchait, plus une étrange sensation lui traversait le cœur. Il y avait dans le dos de cette femme, dans sa façon de se tenir, quelque chose de familier. « Madame » commença Christelle, la voix ferme mais polie. « Bonjour. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, déplacer un peu votre… » La femme se retourna brusquement, un bol à la main. Le temps sembla s'arrêter. Les yeux de Christelle s'écarquillèrent. « Dorine ?» Le bol faillit tomber. La femme resta figée quelques secondes, la bouche entr'ouverte. Puis ses yeux se remplirent de larmes. « Christelle ?» Les deux femmes crièrent presque en même temps, leurs voix se mélangeant au bruit de la rue, aux klaxons et au rire des clients. Christelle sauta vers elle, la serra dans ses bras, sans se soucier de la bouillie qui manqua de se renverser sur son tailleur. Elles virevoltèrent presque sur place, comme deux adolescentes qui se retrouvent après un long voyage. « Mais, c'est toi !» murmura Christelle, les yeux brillants. « Dorine. Tu n'as pas changé. Enfin, si, un peu, mais c'est toi. »« Toi aussi, » répondit Dorine, la voix tremblante. « Regarde-toi. Tu es une vraie madame maintenant. » Elles se mirent à rire, à parler toutes les deux en même temps, sans savoir par où commencer. Derrière, les invités observaient la scène, intrigués. Serge, de loin, souriait en voyant sa femme sauter de joie comme une enfant. « Attends, attends, » dit enfin Christelle en reprenant son souffle. « Tu vends toujours la bouillie ?» Dorine hocha la tête. « Oui. J'ai repris le commerce de maman Élise, après sa mort. Je n'ai pas pu continuer les études. Tu sais, l'argent, tout ça. » Elle baissa les yeux un instant, comme si la honte la rattrapait. « Et toi ?» demanda-t-elle, même si la réponse semblait évidente. Christelle montra la façade de la clinique. « C'est ma clinique. Avec mon mari, Serge. Nous avons décidé de revenir. Je suis chirurgienne maintenant. » Le mot flotta dans l'air, lourd et léger à la fois, chirurgienne. Dorine le répéta intérieurement, comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. Chirurgienne, répéta-t-elle à voix haute, un sourire forcé au coin des lèvres. Tu vois ? Tu as réalisé ton rêve. Notre rêve, corrigea doucement Christelle. Je ne t'ai jamais oublié, Dorine. Le temps pressait. Il fallait découper le ruban, serrer des mains, sourire aux officiels. Mais ce jour-là, quelque chose de plus important venait de se produire sans protocole ni fanfare. Deux destins se croisaient à nouveau. Christelle s'excusa auprès d'elle. On se voit après la cérémonie. Promis. Ne pars pas. Dorine hocha la tête, une main sur la marmite. Je t'attends, répondit-elle. Dans les semaines qui suivirent l'inauguration, les choses se mirent en place. La clientèle afflua à la clinique de la Grâce. Les gens du village et des villages voisins venaient se faire consulter par la docteure revenue du pays des Blancs. Les rumeurs allaient vite. On disait que Christelle avait sauvé des vies dans les grandes villes, qu'elle connaissait des traitements que personne ici n'avait vus. On exagérait, on déformait, mais au fond, on l'aimait et on lui faisait confiance. Devant la clinique, Dorine continuait de vendre sa bouillie, mais la relation avec Christelle changea tout. Régulièrement, Christelle sortait acheter un bol pour elle-même, pour les infirmiers, pour les gardiens de nuit. C'est la meilleure bouillie de la ville, disait-elle en riant. Et ce n'est pas parce que c'est ma meilleure amie qui l'a fait. Les clients de la clinique devinrent aussi les clients de Dorine. Sa petite affaire prospérait un peu plus. Elle pouvait payer son loyer sans retard, acheter du bois, parfois même ajouter quelques beignets à son étal. Après ses ventes du matin, Dorine avait pris l'habitude de monter au bureau de Christelle. Elle frappait doucement, passait la tête par la porte. « Je dérange ? » « Tu ne déranges jamais, » répondit Christelle en lui montrant une chaise. Elle parlait de tout et de rien. Du village, des anciens camarades de classe, de ceux qui étaient partis trop tôt, de ceux qui avaient réussi, de ceux qui avaient échoué. Elle riait, pleurait parfois, se souvenait. Un jour, Christelle posa une main sur son ventre arrondi. « Tu vois ?» dit-elle. « Enfin, Dieu m'a fait grâce. C'est notre premier enfant. Parfois j'ai peur, parfois je suis juste heureuse. » Les yeux de Dorine se portèrent sur le ventre de son amie, puis se détournèrent vite. Un sourire flotta sur ses lèvres, mais il ne monta pas jusqu'à ses yeux. « Tu vas être une excellente mère, » dit-elle. « Comme tu es une excellente docteure. » Elle ne dit pas que, de son côté, elle n'avait jamais connu d'amour stable. Quelques hommes étaient passés dans sa vie. Un chauffeur de taxi qui l'avait trompé, un maçon qui buvait trop, un instituteur marié qui promettait de quitter sa femme mais ne l'avait jamais fait. À force, Dorine avait fini par se convaincre que le mariage,
ce n'était pas pour elle. Elle faisait semblant de s'en moquer, mais son cœur, lui, ne s'en moquait pas. Un soir, Christelle l'invita à venir chez elle. Serge aimerait te rencontrer. Je lui parle tout le temps de toi. Il faut bien qu'il voie la fameuse Dorine qui faisait les devoirs avec moi sous le manguier. La villa de Christelle se trouvait dans un quartier résidentiel en dehors du centre. Un portail blanc, une cour carrelée, des plantes en pot, une véranda où l'on pouvait s'asseoir le soir pour sentir l'air. Dorine resta un moment figée devant la maison, le cœur serré. Elle se sentit petite, déplacée, avec ses sandales usées et son sac en plastique accroché à l'épaule. Elle inspira profondément, puis frappa au portail. Serge vint lui ouvrir en personne, un grand sourire aux lèvres. « Tu es Dorine ?» demanda-t-il. « Entre, entre. Ma femme parle de toi comme si tu étais sa sœur. » À table, l'ambiance était chaleureuse. Christelle riait beaucoup, Serge servait la nourriture en faisant des blagues, ils se regardaient avec une complicité que Dorine ne connaissait que dans les films. La nourriture était délicieuse, bien épicée, le jus frais, la maison parfumée. Ici, on prie tous les soirs en famille, expliqua Christelle après le repas. Et tous les vendredis, on organise une veillée de prière avec quelques frères et sœurs de l'église. Tu seras toujours la bienvenue. Ça te fera du bien, Dorine. Dieu veut te donner plus que ce que tu as vécu jusqu'ici. Dorine hocha la tête par politesse. Merci, dit-elle. C'est gentil. Mais au fond, quelque chose commençait déjà à bouger dans son cœur. Ce n'était pas encore de la haine. C'était une sorte de douleur mêlée à de l'envie. Elle regardait leurs mains qui se frôlaient, leurs regards, la douceur avec laquelle Serge parlait à Christelle. Elle se disait, pourquoi pas moi? Pourquoi la vie donne-t-elle tout à certains et presque rien à d'autres? Quelques mois plus tard, un orage s'abattit sur la ville. Pas un orage de pluie, mais un orage administratif. Un décret municipal fut affiché sur les murs de la mairie. À partir du mois suivant, toute vente de nourriture sur la voie publique, devant les hôpitaux, écoles, marchés, serait strictement interdite sans autorisation spéciale. L'argument était l'hygiène, la circulation, l'ordre. Dans la pratique, cela signifiait que des dizaines de petits vendeurs comme Dorine allaient perdre leur emplacement du jour au lendemain. « Ce n'est pas possible !» cria un vendeur de beignets en lisant l'affiche. « Ils veulent qu'on fasse quoi? Qu'on aille voler ?» Dorine, elle, resta silencieuse. Elle rentra chez elle avec l'affiche froissée dans la main. Toute la nuit, elle la fixa, assise sur son matelas, le dos contre le mur. Quelques jours plus tard, les policiers municipaux commencèrent à faire des rondes. Ils confisquaient des marmites, renversaient des bassines, verbalisaient à tour de bras. Un matin, alors que Dorine servait ses premiers bols, un agent s'approcha. « Maman, c'est fini ici, dit-il sèchement. Tu n'as pas vu l'affiche? Tu dois partir. »« Mais, c'est mon travail, répondit Dorine. Je ne suis pas sur la route, je suis juste là, sur le côté. On ne discute pas. Si je te trouve encore ici demain, je renverse ta marmite. » Il partit sans se retourner. Dorine essaya encore quelques jours, se reculant un peu plus, se cachant derrière un arbre, mais la pression devint trop forte. Les clients, eux, n'avaient pas envie d'avoir des problèmes. Petit à petit, ils cessèrent de venir. Sans revenu, elle commença à accumuler les retards de loyer. La propriétaire, une femme au visage dur, ne lui laissa pas beaucoup de marge. « Ce n'est pas mon problème si la mairie t'empêche de vendre, » dit-elle un jour devant la porte. « Moi aussi j'ai des charges. Si tu ne paies pas dans une semaine, je t'enlève tes affaires dehors. » Une semaine plus tard, les affaires de Dorine se retrouvèrent effectivement dans la cour. Quelques vêtements, une vieille radio, un matelas fin, 2 casseroles. Le monde avait encore rétréci. Dorine n'eut pas la force d'aller chez Christelle tout de suite. Elle avait honte. Honte de revenir encore, de demander encore. Elle marcha longtemps dans les rues, sous le soleil qui frappait, sans savoir vraiment où aller. Ce soir-là, la clinique ferma plus tard que d'habitude. Christelle, fatiguée après une opération délicate, descendit enfin au parking, ses clés en main, une main protectrice sur son ventre lourd. C'est là qu'elle aperçut, dans un coin, sous un auvent, une forme recroquevillée sur un carton. Elle s'approcha, plissa les yeux. « Dorine ?» La silhouette bougea, sursauta. Dorine se redressa, les yeux gonflés, le visage marqué par la fatigue, les cheveux en désordre. « Christelle » balbutia-t-elle, la voix cassée. Christelle lâcha presque son sac. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dors ici? Depuis quand ?» Dorine détourna le regard, les larmes montant. « J'ai perdu le droit de vendre devant la clinique. Ensuite, la propriétaire m'a mise dehors.
Je ne voulais pas te déranger. Je me suis dit, juste quelques nuits ici, le temps de trouver quelque chose. Les yeux de Christelle se remplirent de larmes à leur tour. Tu ne voulais pas me déranger? Dorine, je suis ta sœur. Tu m'as vu grandir. Tu crois que je peux te laisser dormir sur un carton pendant que moi je dors dans un lit doux? Elle l'aida à rassembler ses quelques affaires. Tu viens avec moi. Maintenant. Il n'y a pas de discussion. Dorine protesta faiblement. Mais, ton mari, ta maison. Je ne veux pas être un poids. Tu ne seras jamais un poids pour moi, dit Christelle avec fermeté. Dieu t'a ramené près de moi pour une raison. Peut-être que c'est le moment pour toi de te reposer un peu. Elles montèrent dans la voiture. Pendant le trajet, Dorine regardait les lumières de la ville floue à travers ses larmes. Elle se sentait à la fois soulagée et écrasée par la honte. À la maison, Serge les attendait. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il en voyant Dorine, un sac dans les mains. Christelle lui expliqua brièvement. Il n'hésita pas une seconde. Tu es chez toi ici, Dorine, dit-il simplement. Tant que nous avons un toit, tu en as un aussi. Christelle montra à Dorine la chambre d'amis. Lit simple mais propre, drap frais, petite armoire, rideaux clairs. C'est ta chambre, dit-elle. Tu peux rester ici le temps que tu voudras. La seule chose que je te demande, c'est simple. Chez nous, on prie tous les soirs. Et chaque vendredi, on organise une veillée de prière avec quelques frères et sœurs. Tu pourras y participer. Ça te fera du bien. Tu as besoin de paix à l'intérieur, Dorine. Dorine hocha la tête, un peu embarrassée. D'accord, dit-elle. J'essaierai. Cette nuit-là, elle dormit dans un lit pour la première fois depuis des semaines. Mais ce n'est pas parce que le corps se repose que le cœur se tait. Au début, Dorine était reconnaissante. Elle aidait à balayer la cour, à faire la vaisselle, à ranger la maison. Christelle insistait pour qu'elle se repose, mais Dorine ne supportait pas d'être celle qu'on héberge sans rien faire. Elle voulait montrer qu'elle avait encore de la valeur. Chaque soir, après le dîner, ils se réunissaient dans le salon pour prier. Serge lisait un passage de la Bible, Christelle partageait une méditation, ils chantaient quelques cantiques. Dorine, assise un peu en retrait, regardait, écoutait, essayait de suivre. Les vendredis soirs, la maison se remplissait de voix. Des frères et sœurs de l'église arrivaient avec leur Bible, leurs cahiers de notes. Ils priaient, chantaient, intercédaient. On priait pour les malades, pour le pays, pour les familles. On priait aussi souvent pour Christelle et sa grossesse. Seigneur, protège cet enfant, disait Serge. Cet enfant qui sera un signe de ta fidélité. Au début, Dorine répétait les « Amen » machinalement. Puis, au fil des jours, quelque chose commença à la déranger profondément. Ce n'était pas la prière. C'était l'amour. Chaque fois qu'elle passait près du salon et qu'elle voyait Christelle et Serge enlacés sur le canapé, en train de rire devant une série, son cœur se serrait. Chaque fois qu'elle les surprenait dans la cuisine, lui en train d'aider sa femme à préparer le repas, à couper les légumes pendant qu'elle était assise parce que ses jambes la faisaient souffrir, elle sentait la colère monter. Un matin, elle entra sans frapper dans le salon et les trouva debout près de la fenêtre. Serge en train de poser délicatement ses mains sur le ventre de Christelle, murmurant quelque chose à l'enfant qui n'était pas encore né. Christelle riait doucement, les yeux fermés. Dorine ressortit aussitôt, le cœur brûlant. Toujours heureux, murmura-t-elle dans sa chambre. Toujours heureux. Toujours béni. Et moi? Peu à peu, la gratitude se transforma en comparaison, puis en jalousie, puis en rancœur. Elle se mit à compter, intérieurement, tout ce que Christelle avait et qu'elle n'avait pas. Une famille, un mari aimant, une maison, un ministère, une clinique, et maintenant un enfant. C'était trop. Un matin, Christelle lui proposa. Comme tu es ici pour un moment, si tu veux, tu peux m'aider un peu en cuisine. Ça te donnera peut-être des idées pour un petit projet plus tard, un restaurant, un service traiteur. Qui sait? Dorine réfléchit vite. Une idée, tordue et sombre, commença à germer dans son esprit. D'accord, dit-elle. Je peux t'aider à cuisiner. Au moins, je ne serai pas inutile. Christelle sourit. Juste une chose, précisa-t-elle. Serge est un peu, comment dire, spécial. Il aime beaucoup ma cuisine. Il dit toujours qu'il reconnaît ma main dans l'assiette. Alors, quand tu cuisineras, on va dire que je t'aide, d'accord? Il ne faut pas lui dire que ce n'est pas moi qui ai fait le plat. Sinon, il va bouder. Dorine hocha la tête, un petit sourire en coin. Ne t'inquiète pas. Ton secret est bien gardé. Le premier jour où Dorine prit la main sur le repas, elle attendit que Christelle s'asseye un moment pour se reposer. Puis, seule dans la cuisine, elle ajouta une quantité exagérée de sel dans la sauce. Elle remua, goûta,
grimaça. Ça, au moins, ça va provoquer une dispute, murmura-t-elle. À table, Serge prit la première bouchée, par réflexe. Il s'arrêta net. La sauce était presque immangeable. Christelle, elle, sentit aussi le choc salé envahir sa bouche. Elle posa doucement sa cuillère. Un silence s'installa. Dorine, assise en face, regardait la scène, le cœur battant. Elle attendait la suite, prête à se nourrir de la moindre tension. Serge avala quand même, fit un effort, puis sourit. « Ah, ma chérie, dit-il en riant. Aujourd'hui, le sel a voulu nous visiter un. C'est un peu fort. Mais ce n'est pas grave. Je sais que tu es fatiguée avec la grossesse. La prochaine fois, tu mettras un peu moins, c'est tout. » Il continua à manger, en faisant l'effort de terminer son assiette. Christelle le regarda, émue. « Tu n'es pas obligé de finir, tu sais, dit-elle. »« Si, je suis obligée, répondit-il. C'est toi qui as cuisiné. Même si la mère est tombée dans la marmite, je mange. » Il se mit à rire. Christelle aussi. Dorine sentit quelque chose se fissurer en elle. Même ça ne marchait pas. Un autre jour, elle attendit qu'il soit dans le salon. Christelle portait une robe large, assise sur le canapé, les pieds posés sur un coussin. Serge venait de rentrer de la clinique, toujours aux petits soins. Dorine prit un plateau avec du café brûlant, des tasses, des biscuits. Elle avança, feignant d'être distraite. Quand elle arriva près d'eux, elle fit semblant de trébucher. « Ah !» s'écria-t-elle. Le plateau se renversa. Le café bouillant se déversa sur la table, éclaboussant les dessous de verre, quelques papiers, mais, par chance, pas sur eux. Les tasses roulèrent par terre, se cassèrent en partie. « Oh non !» fit Christelle, surprise. Dorine porta la main à sa bouche. « Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai glissé. Je ne sais pas comment. » Serge se leva, ramassa les morceaux de tasse. « Ce n'est pas grave, Dorine, dit-il. Ce ne sont que des tasses. Le plus important, c'est que personne n'a été brûlé. » Christelle posa une main sur son épaule. « Tu n'as rien ? » ?»« Non, ça va, » répondit Dorine, déstabilisée. « Je vais nettoyer. » Tout ce qu'elle essayait semblait se retourner en banal accident, en occasion de bonté, de patience. Leur amour résistait à ces petits pièges comme un arbre solide résiste à un vent léger. Alors, dans son cœur blessé, une pensée plus sombre encore s'installa. Si je ne peux pas les séparer par la main, je vais les toucher dans l'invisible. Un après-midi, quand Christelle était à la clinique et Serge en déplacement pour une formation, Dorine sortit en cachette. Elle marcha longtemps, traversa des quartiers où on ne la connaissait pas, demanda des indications. Finalement, elle arriva devant une petite maison en banco, presque cachée derrière un grand arbre. Devant la porte, des bouteilles remplies de liquide coloré, des colliers en perles, des peaux d'animaux séchés au soleil. Elle hésita un instant, puis frappa. Un vieil homme aux yeux jaunes et au dos voûté apparut. Il portait un pagne rouge, des colliers autour du cou, un sourire sans joie. « Que cherches-tu ici, ma fille ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Dorine avala difficilement sa salive. « On m'a dit que vous pouvez aider quand quelqu'un a un problème. »« Tout le monde a des problèmes, » répondit-il. « Mais peu sont prêts à payer le prix pour les résoudre. »« Assieds-toi. » Elle entra, s'assit sur une natte. L'intérieur était sombre, sentait l'huile, la fumée, les choses anciennes. Des statuettes étaient alignées dans un coin, des calebasses au sol, des dessins sur les murs. « Parle » ordonna le vieil homme. Les mots sortirent comme un torrent. L'enfance pauvre, la meilleure amie devenue docteur, la clinique, la villa, le mari parfait, la grossesse, la jalousie qui la dévore. « Je ne supporte plus de les voir heureux, » conclut-elle, les yeux embués. « Je veux que leur mariage se brise. Je veux qu'elles souffrent comme moi j'ai souffert. Je veux qu'elles n'accouchent jamais de cet enfant. Qu'elles sachent ce que c'est qu'attendre quelque chose qui n'arrive pas. » Le marabout la dévisagea longuement. « Tu es prête à aller jusque-là ?» demanda-t-il. « Tu veux toucher à l'enfant d'une femme qui ne t'a rien fait ? » « Elle m'a tout pris sans le savoir, » répondit Dorine. « Mon rêve, mon avenir. Elle a tout. Moi, je n'ai rien. Oui, je suis prête. » Le vieil homme secoua la tête. « On ne joue pas avec la maternité d'une femme qui prie, » dit-il. « C'est dangereux. Il y a des choses que même nous, on ne contrôle pas. Je paierai ce qu'il faut, » insista Dorine. « Je ne reculerai pas. » Elle sortit de sa poche quelques billets soigneusement pliés. L'argent que Christelle lui donnait pour s'acheter des petites choses, pour recommencer doucement. Le marabout les prit, les regarda, puis se leva avec un soupir. « Tu veux la guerre ? Très bien.
Mais sache que la guerre ne laisse jamais les mains propres. Il prit une calebasse, quelques poudres, marmonna des paroles incompréhensibles, traça des signes au sol. Dorine, assise, tremblait sans savoir si c'était de peur ou d'excitation. Finalement, il revint vers elle avec un petit sachet. Dans ce sachet, il y a une poudre, expliqua-t-il. Tu en mettras là où cette femme passe souvent. Ou bien dans sa nourriture. Ou bien devant le lieu où elle travaille. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Le reste, ce n'est pas ton affaire. Et ensuite? Demanda Dorine. Ensuite, sa grossesse se bloquera, dit-il. Elle ne mourra pas, mais elle n'accouchera pas. Elle restera comme une femme enceinte sans fin. Jour après jour. Mois après mois. Et toi, tu la regarderas souffrir. Il ajouta, plus bas. Mais souviens-toi, chaque fois que tu touches à la vie d'un innocent, tu ouvres aussi une porte sur ta propre vie. Tout se paye. Dorine prit le sachet avec des mains tremblantes. Elle sortit sans répondre. Le soir, la maison était silencieuse. Serge était de garde à l'hôpital de la ville. Christelle s'apprêtait à rentrer de la clinique. Dorine, elle, se cachait derrière un pilier, le sachet serré dans la main. La porte de la terrasse, devant le salon, était ouverte. C'est là que Christelle aimait s'asseoir le soir, pour laisser un peu d'air passer. Dorine, profitant d'un moment où la maison semblait dormir, s'avança, très vite, et saupoudra un peu de poudre à l'entrée, là où l'on posait toujours les pieds pour passer de la cour au salon. Son cœur battait à tout rompre. Elle se redressa, rangea le sachet dans son pagne, s'essuya les mains. Elle n'eut pas le temps de s'éloigner qu'elle entendit la voiture de Christelle entrer au portail. Elle se cacha derrière un rideau, dans le couloir, pour observer. Christelle sortit de la voiture, une main sur le ventre. Elle referma la portière, monta tranquillement les marches vers la terrasse. À ce moment précis, un chat maigre, celui du voisin, bondit sur la marche, attiré par une odeur invisible. Il se roula presque par terre là où la poudre avait été versée, se frotta le museau, éternua, lécha ses pattes. « Et, va-t'en !» cria Christelle en le chassant gentiment du pied. Elle entra dans la maison en contournant l'endroit exact où le chat s'était roulé. Dorine, cachée derrière son rideau, resta bouche bée. Plus tard dans la soirée, elle voulut retenter différemment. Quand Christelle proposa de dîner sur la terrasse, sous le ciel étoilé, Dorine se porta volontaire pour dresser la table. Elle prépara les assiettes, la sauce, le riz, et pendant qu'elle arrangeait, elle saupoudra discrètement un peu de poudre dans l'un des plats. Mais au moment précis où elle posait le dernier plat sur la table, le même chat surgit de l'ombre et bondit sur la table, attiré par l'odeur. Il mit son museau directement dans l'assiette où la poudre avait été déposée. « Et » s'écria Dorine, paniquée. Serge sortit sur la terrasse, vit la scène, se mit à rire. « Regarde-moi ça, dit-il. Même les chats veulent goûter ta sauce, Dorine. » Il prit l'assiette contaminée, la retira, gronda gentiment le chat qui s'enfuit en miaulant, puis proposa. « Venez, on va manger au restaurant ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour. Dorine, tu viens avec nous ?» Dorine, bouleversée, refusa avec politesse. « Non, non. Allez-y sans moi. Je suis fatiguée. » Ils partirent en riant, laissant Dorine seule avec ses pensées. Elle sentit la colère monter d'un cran. « Même les chats se mettent entre moi et ce que je veux, » murmura-t-elle. « Vous pensez que Dieu vous protège, hein? On va voir. » Les tensions montèrent dans la maison. Dorine, maintenant installée depuis plusieurs semaines, se mit à se comporter comme si la maison lui appartenait. Elle passait devant la chambre conjugale sans frapper, se servait dans le frigo sans demander, faisait des commentaires sur la déco, sur les habitudes de Christelle. Un matin, alors que Christelle était sortie, Dorine décida de pousser la provocation à un autre niveau. Elle enfila un maillot de bain légèrement trop petit, qui laissait apparaître ses formes, mais sans l'élégance qu'elle imaginait. Elle se regarda dans le miroir, répéta plusieurs fois en se forçant à sourire. « Moi, je suis toujours sexy. Je n'ai pas de ventre comme elle. Elle est grosse, enflée. Moi, je suis fine. » Elle sortit du couloir en criant presque. « Regardez-moi un peu. Il y en a qui sont enceintes et ballonnées, et il y en a d'autres qui sont encore bien là. » Serge, assis dans le salon en train de lire, leva les yeux, surpris. Il rougit en voyant Dorine dans cette tenue, se leva aussitôt, détourna le regard. « Dorine, s'il te plaît, dit-il, mal à l'aise. Va te couvrir. Ce n'est pas approprié. »« Quoi » fit-elle, vexée. « Tu ne vois pas que je suis belle ? » ?»« Ce n'est pas une question de beauté, » répondit Serge, la voix ferme. « C'est une question de respect. Tu es la meilleure amie de ma femme.
Tu ne peux pas te promener presque nu comme ça devant moi. Il tourna les talons, laissa Dorine plantée au milieu du salon. Elle sentit la honte la brûler, mais au lieu de la guérir, elle se transforma en rage. À partir de ce jour, elle commença à nourrir un autre plan, plus direct. Un après-midi, elle savait que Christelle était restée plus tard à la clinique pour une urgence. Serge, lui, était rentré plus tôt et se reposait au salon, épuisé par des gardes successives. Dorine enfila encore un maillot, plus discret cette fois, mais moulant. Elle s'arrangea les cheveux en essayant de paraître plus citadine. Elle se prépara un plateau avec des fruits, comme si elle venait rendre service. Puis, sans prévenir, elle entra dans le salon et se jeta presque sur Serge, qui était allongé sur le canapé. « Eh, tu as besoin qu'on te masse un peu ?» dit-elle en riant, en s'asseyant trop près de lui. Serge sursauta, se recula aussitôt. « Dorine. Mais qu'est-ce que tu fais ?» Avant qu'il n'ait le temps de se lever, la porte s'ouvrit. Christelle entra, fatiguée mais souriante, ses clés à la main. Son sourire s'effaça en une seconde en voyant la scène. Son mari à moitié assis, Dorine collée à lui, en maillot. Le silence tomba comme un coup près. Serge se leva d'un bond, reculant encore. « Chérie, ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il précipitamment. « Christelle leva une main, calme. « Je n'ai rien dit, » répondit-elle posément. « J'ai des yeux. Je vois. » Elle posa ses clés sur la table, prit une inspiration, puis regarda Dorine droit dans les yeux. « Dorine, viens t'asseoir. » Dorine, qui s'attendait à des cris, une gifle, une crise, fut déstabilisée par ce ton calme. Elle s'assit sur le fauteuil, les bras croisés, le visage fermé. Christelle s'installa en face d'elle, les mains sur ses genoux, le ventre lourd. « Tu es entrée dans ma maison, » dit-elle doucement. « Je t'ai ouvert ma porte, mon cœur, mon frigo, ma chambre d'amis. Je t'ai présentée comme ma sœur. Et tu me remercies en essayant de séduire mon mari ? Tu crois que tu es mieux que tout le monde ? » Explosa alors Dorine. « Tu as tout. Tu as la belle vie, la clinique, la maison, le mari parfait, maintenant même un enfant. Et moi ? Tu crois que c'est facile de te regarder tous les jours sans exploser ? » Christelle la regarda, peinée. « Je n'ai jamais dit que ma vie était parfaite, » répondit-elle. « Tu ne sais pas les larmes que j'ai versées pour arriver jusque-là. Mais ce que tu fais n'est pas juste, Dorine. Ce n'est pas en détruisant la vie des autres que tu vas réparer la tienne. » Elle ajouta, la voix tremblante. « Tu peux rester ici si tu veux changer, si tu veux guérir, si tu acceptes de marcher dans la vérité. Mais si tu veux continuer à répandre le poison de la jalousie dans cette maison, alors tu ne peux plus rester. » Ces mots tombèrent comme un verdict. Dorine se leva brutalement. « Donc, tu me chasses ? Toi aussi ? Comme la propriétaire qui m'a mise dehors ? Comme la mairie qui m'a chassée de mon coin de bouillie ? D'accord. Tu verras. Tu crois que tes prières te protègent de tout. Tu verras. » Elle attrapa ses affaires à la hâte, sortit en claquant la porte, les voisins levant la tête en entendant le vacarme. Serge posa une main sur l'épaule de sa femme. « Tu vas bien ? » Christelle, les yeux brillants de larmes, hocha la tête. « Ce n'est pas mon ventre qui me fait mal, » dit-elle. « C'est mon cœur. » Quelques jours plus tard, Dorine retourna chez le marabout. Elle avait dans la main l'argent que Christelle lui avait donné, quelques semaines auparavant, pour t'aider à recommencer quelque chose. « Je veux que tu renforces ce que tu as commencé, » dit-elle d'une voix froide. « Je veux que cette femme n'accouche jamais. Qu'elle regrette chaque jour d'avoir cru qu'elle était bénie. » Le vieil homme l'observa avec un mélange de crainte et de lassitude. « Tu es en train de vendre ton avenir pour te venger de ton passé, » dit-il. « Mais puisque tu insistes. » Il recommença des incantations, alluma des bougies, versa du liquide sur des statuettes, prononça des noms que Dorine ne comprenait pas. Il lui donna un nouveau sachet. « Tu mettras cette poudre devant sa clinique, » dit-il. « Là où elle passe chaque jour. Le lien entre elle et son travail deviendra un lien de douleur. » Dorine sortit, le cœur lourd mais déterminé. Le lendemain, à l'aube, elle se rendit en cachette devant la clinique de la Grâce. Les rues étaient encore presque vides. Le gardien s'était assoupi sur sa chaise. Dorine se pencha devant la porte d'entrée, là où Christelle passait toujours pour commencer sa journée, et versa discrètement un peu de poudre en murmurant des paroles de rancœur. Puis elle disparut avant que le soleil ne se lève complètement. Ce matin-là, Christelle se leva avec une étrange appréhension. Elle avait mal dormi, avec une douleur sourde dans le bas-ventre. Serge insista pour qu'elle se repose, mais elle voulut quand même passer à la clinique pour vérifier quelques dossiers. « Je reviens vite, » dit-elle. « Je ne me sentirai pas tranquille sinon. » Arrivée devant la clinique, elle salua le gardien, monta les marches comme d'habitude.
Au moment où son pied toucha le seuil, une douleur fulgurante la transperça. Elle poussa un cri, se plia en deux. « Madame !» s'écria le gardien en se levant d'un bond. Christelle se tenait le ventre, haletante. « Ça me brûle » murmura-t-elle. « Appelez mon mari. Vite. Amenez-moi aux urgences. » Elle fut transportée en catastrophe à l'hôpital. Les médecins se précipitèrent, firent des examens, des échographies. À leur grande surprise, l'enfant semblait aller bien. Pas de souffrance fœtale, pas de contraction typique d'un accouchement imminent. Pourtant, la douleur de Christelle était réelle, violente, mystérieuse. Les jours passèrent, la douleur retomba un peu, mais un autre phénomène, plus inquiétant encore, apparut, le temps. 9 mois passèrent, puis 10, puis 11. 12 mois. Christelle gardait toujours ce ventre énorme, lourd, qui ne voulait ni diminuer ni donner la vie. Les médecins, perplexes, se perdaient en hypothèses. Peut-être une erreur dans la date de conception, disait l'un. C'est impossible d'être enceinte 2 ans, rétorquait un autre. Il y a quelque chose que la science n'explique pas ici. Christelle, elle, s'accrochait à Dieu. Elle jeûnait comme elle le pouvait, priait, pleurait, chantait même parfois au milieu de la nuit pour ne pas sombrer complètement. Serge, lui aussi, était éprouvé. Les gens murmuraient dans leur dos. Certains disaient que c'était la punition d'un péché caché. D'autres affirmaient que quelqu'un leur avait fait quelque chose. Les ragots allaient vite. Un soir, alors qu'il rentrait de l'hôpital encore sans réponse, Serge s'écroula dans le salon. « Seigneur, cria-t-il, à bout de force. Nous t'avons servi de tout notre cœur. Nous avons ouvert cette clinique pour aider les autres. Pourquoi nous donnes-tu cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux nous dire? » Christelle s'assit à côté de lui, posa sa main sur la sienne. « On ne comprend pas, murmura-t-elle. Mais on ne va pas abandonner. On ne va pas courir ailleurs. S'il y a quelque chose en nous qui ne te plaît pas, montre-le-nous. » Ce soir-là, une paix étrange descendit dans la maison. La douleur n'avait pas disparu, la situation n'avait pas changé. Mais dans le ciel, quelque chose s'était déplacé. Les veillées de prière du vendredi devinrent plus intenses. Les frères et sœurs de l'Église arrivaient avec plus de sérieux, plus de compassion. On ne venait plus par habitude, on venait pour livrer bataille. « Nous prions pour la délivrance de notre sœur », disait le pasteur Jonas, un homme simple mais rempli de feu. « Nous prions pour que ce que Dieu a commencé soit achevé. Nous prions pour que les chaînes invisibles soient brisées. » Un soir, alors que la veillée touchait presque à sa fin, le pasteur s'interrompit brusquement en plein milieu d'un chant. Il resta silencieux quelques secondes, les yeux fermés, la main levée. « Christelle, dit-il finalement, la voix grave. Le Seigneur me montre quelque chose pour toi. » Le salon devint silencieux. On aurait entendu une épingle tomber. « Tu as un péché qui est devenu comme une forteresse dans ta vie, » continua-t-il. « Tu l'as enfoui, tu l'as rationalisé, tu as même appris à vivre avec. Mais tu ne l'as jamais vraiment confessé, jamais abandonné. Tant que ce bastion reste debout, l'ennemi trouve une porte pour t'oppresser. Dieu ne te condamne pas. Il veut te libérer. Tu dois quitter cette forteresse. » Christelle sentit son cœur s'arrêter. Des images remontèrent d'un coup, comme des bulles qui éclatent à la surface. L'université. Une chambre étudiante sombre. Un test de grossesse positif. La peur de perdre sa bourse, la peur de décevoir ses parents, la peur de gâcher son avenir. Un choix fait dans la précipitation. Une décision qu'elle avait enterrée au plus profond d'elle-même. Elle n'avait jamais parlé à personne de cette grossesse interrompue dans des conditions douteuses, loin des yeux de tous. Elle s'était dit que Dieu avait sûrement compris, qu'elle n'avait pas eu le choix. Elle avait continué sa route, plus déterminée encore à réussir, pour ne pas que ce sacrifice soit inutile. Mais ce soir-là, sous la lumière tremblante d'une ampoule, entourée de frères et sœurs en prière, elle entendit une autre voix, plus profonde. « Tu n'as jamais mis ça à la lumière. Tu n'as jamais laissé ma grâce atteindre cette part de toi. Tu as construit un mur autour. C'est ce mur qui permet à la peur de t'enchaîner encore. » Les larmes commencèrent à couler, silencieuses. « Pasteur, » dit-elle d'une voix étranglée. « Je comprends. » Il s'approcha doucement. « Tu n'es pas obligé de tout raconter devant tout le monde, » dit-il. « Mais tu dois parler à Dieu. Tu dois cesser de te cacher de lui. Pas pour que tu mérites la délivrance. Pour que tu l'acceptes. » Les jours qui suivirent, Christelle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire, affronter son passé. Elle entreprit un jeûne, adapté à sa fragilité physique, mais profond dans son cœur. 40 jours de face à face avec Dieu. 40 jours à pleurer, à écrire dans un cahier ce qu'elle n'avait jamais osé écrire,
à demander pardon, à pardonner aussi à ceux qui l'avaient poussée, par leur jugement, à croire qu'elle n'avait pas le droit d'être faible. Serge, bouleversé, l'accompagna, non pas en juge, mais en époux. Ce que tu étais avant de me connaître ne change pas l'amour que j'ai pour toi, lui dit-il. Mais si cela ferme une porte à l'ennemi dans ta vie, alors oui, mets-le à la lumière. Laisse Dieu panser cette cicatrice. Le 40e jour, quelque chose se passa. Ce soir-là, la veillée avait encore lieu dans leur salon. Les chants étaient plus doux que d'habitude, comme un murmure. Christelle, à genoux, sentait ses forces la lâcher, mais une étrange légèreté envahir son cœur. « Seigneur, dit-elle à voix basse, les mains posées sur son ventre. Je reconnais que j'ai voulu contrôler ma vie. J'ai voulu choisir qui avait le droit de naître et qui n'avait pas ce droit. J'ai joué à être maître de ce que je ne comprends pas, pardonne-moi. Je renonce à cette forteresse. Je ne veux plus me cacher. Si tu veux me bénir, bénis-moi. Si tu veux me briser, brise-moi. Mais ne me laisse pas loin de toi. » À cet instant précis, une douleur aiguë la traversa, mais différente de celle d'avant. C'était une douleur qui descendait, qui ouvrait, qui poussait. « Aïe !» cria-t-elle. Tous se retournèrent. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'écria Serge, inquiet. Christelle haletait. « Je crois que c'est maintenant. » Le pasteur Jonas sourit, les yeux brillants. « Enfin, dit-il. Allons-y. » On la transporta à l'hôpital le plus proche, rapidement, mais sans panique. Les contractions, cette fois, étaient nettes, régulières. Le travail se fit étonnamment vite pour une femme qui portait, depuis si longtemps. Les sages-femmes, stupéfaites, assistaient comme à un miracle vivant. Quelques heures plus tard, au petit matin, un cri retentit dans la salle d'accouchement, celui d'un bébé en pleine forme. Une petite fille, rouge et vigoureuse, agitant ses bras comme pour dire « J'arrive enfin ». On la posa sur la poitrine de Christelle, qui éclata en sanglots. « Merci, Seigneur, murmura-t-elle. Merci. Tu es resté fidèle, même quand moi j'ai été infidèle. » Serge, derrière elle, embrassa son front, les larmes aux yeux. « Bienvenue, ma princesse, » dit-il à l'oreille du bébé. « Tu as fait attendre tout le monde, hein. Mais tu en valais la peine. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le ciel s'assombrissait d'une manière étrange. Dorine, qui avait appris par des rumeurs que Christelle avait encore mal, se rendait à toute vitesse chez le marabout, le cœur plein de rancune. « On dit qu'elle est sur le point d'accoucher, » dit-elle en entrant, essoufflée. « Tu dois renforcer ce que tu as fait. Je ne veux pas qu'elle tienne ce bébé dans ses bras. Je veux qu'elle sache ce que c'est que la vraie perte. » Le marabout, assis devant sa porte, leva les yeux vers le ciel. « Tu ne vois pas les signes ?» demanda-t-il. Le vent se mit à souffler fort. Des nuages noirs s'amassaient au-dessus de la ville alors qu'il n'était pas encore la saison des pluies. Les feuilles tourbillonnaient. « Quand on tire sur une corde attachée à la tête d'une femme qui pleure vers son Dieu, dit-il, le retour de fouet fait plus mal que prévu. » Mais Dorine, aveuglée par sa jalousie, n'écoutait plus. Elle insista, posa encore de l'argent sur la natte, s'agenouilla presque devant lui. « Fais-le. Je t'en supplie. » Le vieil homme soupira. Il se leva avec peine, entra dans sa pièce sombre pour prendre quelques objets. Au moment où Dorine fit un pas à l'intérieur, un bruit terrible déchira le ciel. Un éclair, brutal, surprenant, s'abattit sur la petite maison en banco. Pendant une fraction de seconde, la lumière envahit tout. Le tonnerre explosa dans un fracas qui fit trembler les vitres des maisons alentour. Les voisins sortirent en courant. Quand la poussière retomba, la maison du marabout fumait, une partie de la toiture déchirée. À l'intérieur, on retrouva le vieil homme sonné, vivant mais brûlé. Quant à Dorine, elle gisait sur le sol, inconsciente, le corps gravement atteint. On raconte que son visage portait une expression de surprise plus que de douleur. Les rumeurs se répandirent vite, la foudre la frappait. Certains dirent que c'était un hasard, un simple accident météo. D'autres, plus nombreux, y virent un signe. « On ne se moque pas de Dieu », murmura une voisine. « On ne joue pas avec la vie des innocents. » Dorine fut transportée à l'hôpital, ironiquement celui où la clinique de Christelle adressait parfois ses cas les plus compliqués. Elle ne reprit jamais complètement connaissance. Son corps restait là, mais ses yeux semblaient regarder ailleurs, comme si son âme s'était perdue en chemin. Christelle apprit la nouvelle bien plus tard. On lui raconta les détails, les rumeurs, les interprétations. Elle resta silencieuse. Une nuit, alors qu'elle tenait sa fille endormie dans ses bras, elle murmura. « Seigneur, je ne me réjouis pas de sa chute. C'était ma sœur d'enfance. On a partagé le même banc d'école, les mêmes rêves. Je te laisse la justice. Moi,
je choisis de lui pardonner. Là où elle est, si elle peut encore t'entendre, donne-lui la paix que la jalousie lui a refusée. Les années passèrent encore. La petite fille de Christelle et Serge grandit dans les couloirs de la clinique de la Grâce. Elle courait entre les chaises de la salle d'attente, jouait à ausculter ses poupées, imitait sa mère avec un stéthoscope en plastique. On disait déjà qu'elle serait médecin, elle aussi. Mais Christelle se contentait de répondre. Qu'elle soit ce que Dieu veut. Tant qu'elle aime et qu'elle serve, ce sera suffisant. La clinique devint un refuge pour beaucoup. Pas seulement pour les malades, mais pour ceux qui avaient besoin d'écoute, de prière, d'espoir. Dans la salle d'attente, on voyait parfois des gens pleurer de soulagement, parfois de joie, parfois de conviction. Sur un mur du couloir, Christelle fit accrocher une petite plaque où il était écrit « La jalousie détruit, la grâce reconstruit ». Quand on lui demandait pourquoi cette phrase, elle se contentait de sourire mystérieusement. On ne reparla plus beaucoup de Dorine. Sa famille distante finit par la transférer dans un centre plus adapté, dans une autre ville. Certains disaient qu'elle passait ses journées à regarder le vide. D'autres affirmaient qu'elle murmurait parfois des prénoms, comme Christelle, maman Élise. Nul ne sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'à Koumi, le village où tout avait commencé, on racontait désormais une histoire aux enfants assis sous le manguier. Il était une fois deux petites filles qui rêvaient ensemble, disait-on. L'une a reçu beaucoup. L'autre a cru qu'elle n'avait rien. Mais la jalousie a fait plus de dégâts que la pauvreté. Et le conteur concluait toujours ainsi. Ce n'est pas ce que tu n'as pas qui te détruit. C'est ce que tu laisses ton cœur devenir en regardant ceux qui ont. Toi qui écoutes cette histoire aujourd'hui, derrière ton écran, laisse-moi te poser une question. Si tu étais à la place de Dorine, qu'est-ce que tu aurais choisi de faire en voyant la réussite de ton amie? Te réjouir avec elle et demander à Dieu d'écrire aussi ton histoire à toi? Ou laisser la jalousie te transformer au point de vouloir tout détruire, même ce que Dieu est en train de construire? Et si, comme Christelle, il y a dans ton passé des choses que tu caches encore, des décisions que tu n'as jamais mises à la lumière? Est-ce que tu accepteras de laisser Dieu entrer dans cette forteresse, pour briser les chaînes invisibles qui t'empêchent d'accoucher de ce qu'il a mis en toi? L'histoire de Christelle et Dorine n'est pas seulement une histoire de village, de clinique ou de marabout. C'est une histoire de cœur. Et au fond, la vraie question est simple. Quel type de cœur veux-tu avoir, à partir d'aujourd'hui?